Bonsoir à tous, bonjour à tous. Vous êtes bien sur le service public libre et nous sommes ensemble pour une émission de minuit moins une, émission on va dire un peu spéciale qui tournera beaucoup autour de l'intelligence artificielle et de la géopolitique des semi-conducteurs. Donc en deuxième partie d'émission, nous serons avec notre camarade Ismaël qui va nous en dire un petit peu plus. On va le faire en plusieurs fois parce que c'est un sujet très vaste, l'intelligence artificielle, très complexe et souvent mal compris. Voilà, donc moi-même, je suis pas du tout un spécialiste de l'intelligence artificielle, je commence à m'y intéresser beaucoup. Il se trouve que par hasard, on avait déjà évoqué cette émission avec Ismaël, mais par hasard, j'ai participé avec nos camarades de culture populaire à Nice à une conférence de Laurent Anzon sur le sujet. Donc c'est tombé très bien. On essaiera d'inviter Monsieur Ozon pour venir nous parler de ce sujet qu'il évoque d'une manière un peu différente de ce que nous on va faire tout à l'heure. On va évoquer un aspect un peu plus technique pour comprendre en fait après les enjeux derrière. Mais on va faire une présentation et on y reviendra. On fera plusieurs émissions sur l'intelligence artificielle, sujet majeur, éminemment important. Pour commencer, je salue le chat. Nous sommes en différé, mais postez toujours des commentaires parce que on les lira. Mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo, aidez-nous bien évidemment pour le référencement. Et on va commencer très rapidement par évoquer en fait la situation sur le front. Alors, les informations importantes que l'on a ces derniers jours, c'est bien évidemment l'implication de l'armée nord-coréenne dans le conflit ukrainien. Alors, on a plusieurs informations. Je vais partager. Oui, j'ai plusieurs sources d'informations qui, en fait, qui datent un petit peu, mais le temps que je fasse l'émission, bon, il se trouve qu'elles ont été confirmées par des sources, on va dire, un peu plus mainstream. Premièrement, on avait ces problématiques, en fait, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Problématiques qu'on évoquera avec notre ami de Dystopia Lune lors d'une émission spéciale aussi sur, on va dire, les conflits régionaux, la géopolitique régionale de certaines parties du monde, qui, à mon avis, joue un rôle dans une géopolitique plus globale, mais en fait qui montre que vraiment le monde est en train de se chambouler, que le bruit de la canonnière se fait entendre de plus en plus régulièrement dans les parties du monde. Bon, donc là, on a la Corée du Nord qui a accusé Séoul d'avoir envoyé des drones pour distribuer des tracts. Alors ça peut être fait par, en fait, pas forcément par des États. Il est bien possible que ce soit des militants sud-coréens qui ont envoyé des ballons transportant des tracts critiquant Kim Jong-un. La réponse, c'est pas fait à l'attente de la Corée du Nord, c'est la destruction en fait de plusieurs ponts à la frontière commune. Voilà. Suppression des clauses relatives à l'unification de la Corée dans la Constitution et dissolution des agences chargées d'améliorer les liens avec la Corée du Sud. Donc bon, on a déjà ces informations-là qui nous sont parvenues. Et on a d'autres informations très importantes. Une information qui nous a été confirmée par ailleurs, l'envoi de troupes nord-coréennes sur le front ukrainien. Donc, en fait, ça vient d'un accord qui a été signé, accord de partenariat entre la Russie et la Corée du Nord, signé en juin 2024. Coopération mutuelle en matière de défense et de sécurité est activée si le territoire souverain d'un destinataire est attaqué. Ce qui a été le cas lors de l'offensive de Koursk par l'armée ukrainienne. Et du coup, contingent expéditionnaire intégré à la 11e brigade d'assaut aéroportée opérant sur le flanc droit de la tête de pont à Koursk. Relâchement de la contrainte de main-d'œuvre russe par l'apport nord-coréen serait un autre effet pervers de cette opération. Donc en fait, qu'est-ce que cela provoque sur le front russe? L'apport de ce contingent de troupes nord-coréennes va permettre aux Russes de dégager des troupes du front de Kursk pour revenir dans le Donbass. On estime actuellement qu'il y a 50 000 soldats de part et d'autre, donc 50 000 Russes, 50 000 Ukrainiens qui sont mobilisés sur le front de Kursk. Donc si les Russes peuvent démobiliser
10 000 de leurs troupes pour les envoyer sur le front du Donbass, ça va avoir beaucoup de conséquences sur les avancées russes dans le Donbass. Voilà. Donc c'est très très important. Alors ça, ces informations datent du 16 octobre. Depuis, on a eu des révélations et on a eu l'évocation de chiffres. Donc a priori, d'après des renseignements sud-coréens, qui sont quand même de très bonne qualité, en général, quand ils sortent une information publiquement, l'information est souvent juste. Ils parlent de 12 000 Nord-Coréens, soldats nord-coréens qui seraient partis en Russie, s'entraîneraient dans des camps militaires en Russie et sous uniforme russe. Ça, c'est une information aussi importante à noter. Voilà. Donc, il y a aussi, bien évidemment, des ingénieurs nord-coréens qui travaillent aussi en Russie, notamment avec, en fait, les pièces d'artillerie que la Corée du Nord a envoyées en Russie. Donc, on parle notamment de lance-roquettes multiples, on parle notamment de missiles balistiques. Voilà. C'est l'information importante, la plus importante. Pourquoi? Parce que on en a parlé beaucoup dans les médias mainstream et on a le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui l'a évoqué sur LCI. Et du coup, ça fait résonner la proposition qu'Emmanuel Macron avait faite d'envoyer des troupes de l'OTAN directement en Ukraine. Du coup, cette proposition est remise à l'ordre du jour, poussée par notamment les pays de l'Est. Voilà, donc à voir si ça précipite l'OTAN dans un engagement plus important et je dirais plus direct sur le conflit, dans le conflit en Ukraine. Bon, pour le moment, on est sur des suppositions, mais on pourrait quand même, voir ces propositions, je veux dire, de plus en plus pressantes. Alors, je vais partager une carte. Donc, les cartes datent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre. Je vais vous les partager parce que, bon, elles montrent qu'il y a quand même une avancée assez importante sur le front. Voilà. Donc là, on est dans le secteur du nord de l'Ukraine, entre Kharkov et Louhansk, la République de Louhansk, et on voit des avancées significatives là, de 16 km² dans la vallée de la Zerebet. On a aussi des avancées ici qui ne sont pas représentées, mais qui, sur d'autres cartes, présentent des avancées assez importantes sur la ville de Tchassiviar. Tchassiviar, il faut savoir, c'est une ville qui a une valeur opérative très importante parce que c'est un verrou qui permet après aux Russes d'avancer vers Konstantinovka ou vers Kramatorsk, qui sont deux villes très importantes du Donbass que les Russes doivent conquérir. Et on a également aussi des avancées importantes devant Pokrovsk, qui vont être représentées un peu plus loin. Ici, donc voilà, donc ici sur la ville de Selidové qui pareil est un premier verrou qui permet ensuite d'avancer vers Pokrovsk par le sud ou qui permet d'avancer vers Kourakov en enveloppant par le nord. Donc ça aussi c'est une ville très importante parce que c'est une des dernières villes industrielles du Donbass. Après c'est des plaines agricoles et après on va dire que les défenses ukrainiennes sont beaucoup moins importantes et beaucoup moins denses. Sur le sud du Donbass aussi, on continue de voir des avancées. Donc globalement, on a des avancées partout, autour de Kursk également. Donc là, c'est justement les avancées vers Sudzha, la seule ville en fait que détiennent les Ukrainiens dans le place de Kursk. Et là, c'est l'avancée en fait faite par potentiellement les troupes, enfin les unités auxquelles seraient intégrées les troupes nord-coréennes. Donc c'est intéressant de le noter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le front. Du côté du Moyen-Orient, rien de nouveau. On attend toujours une riposte éventuelle de l'État israélien sur l'Iran. Et on attend de savoir aussi plus d'informations concernant la potentielle
acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran. Et puis sinon, sur le front Gaza, on a eu la mort de l'actuel dirigeant du Hamas, et on a des bombardements qui continuent sur Gaza, sur le Liban, des affrontements avec le Hezbollah à la frontière. Voilà, rien de très très particulier et de très significatif pour le moment. Voilà. Donc on va retrouver tout de suite notre ami Ismaël pour la suite de l'émission et parler un petit peu d'intelligence artificielle. Voilà, donc nous sommes avec Ismaël pour pouvoir faire un point sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement les semi-conducteurs qui sont le sous-jacent en fait de cette technologie. Bonsoir Ismaël. Bonsoir tout le monde. Salut Elias, tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Ben, merci encore une fois de t'être rendu disponible. En plus, il est un peu tard, l'heure à laquelle on enregistre ce passage de l'émission. Donc, on l'avait expliqué dans la dernière émission de Minuit-1, on voulait faire un point et en fait, on va le faire en plusieurs émissions certainement parce que le sujet est très vaste, très complexe. Mais on va essayer petit à petit de décortiquer ce sujet de l'intelligence artificielle et pourquoi en fait c'est devenu et ça va devenir de plus en plus en fait un enjeu de pouvoir géopolitique très très important, voire primordial en fait. Peut-être que ça va même être l'enjeu premier, en tout cas un des premiers enjeux. On va essayer de voir pourquoi. Est-ce que déjà on peut commencer par le début, quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? En fait c'est assez large comme l'intelligence artificielle, c'est très très vague comme mot. Ça signifie pas ça parle pas d'une technique spécifique. C'est l'ensemble des techniques qui permettent d'implémenter des caractères un petit peu anthropomorphiques à des machines, style apprentissage, raisonnement, ce genre de choses. Ça c'est vraiment la définition très large. Après, dans les faits, les intelligences artificielles dont on parle depuis les 20 dernières années, les premières, c'était celles qui faisaient la reconnaissance d'images, où on a pu leur donner, en fait, labelliser beaucoup de photos de chats et de chiens, où des humains ont noté c'est un chat, c'est un chien, et ensuite fournir à l'intelligence artificielle l'intégralité des images et des labels, c'est-à-dire des descriptions d'images que des humains avaient produites, pour qu'on commence à reconnaître des patterns à l'intérieur des images et qu'elle reconnaisse qu'un chat est un chat et un chien est un chat. Et ça, c'est des technologies qui... C'était Yann Lequin, c'est un Français qui avait fait les premiers CNN au milieu des années 2000. Ensuite, il y a eu AlexNet. AlexNet, je vais pas forcément en parler de ce truc-là. Puis après, il y a eu AlphaZero, les RNN, les Recurrent Neural Network, qui sont apparus autour de 2014-2015 avec DeepMind, un laboratoire de recherche IA de Google, et ils ont pu produire un algorithme, du coup un programme qui a appris à jouer aux échecs, pas comme les programmes qu'on faisait avant, qui avaient battu Kasparov en fin des années 90, qui cherchaient toutes les arbres des solutions aux échecs et qui, par brute force, arrivaient à mieux jouer que les humains. Et là, ils ont réussi à faire un programme qui, lui, reconnaît les patterns et n'est pas obligé de calculer l'intégralité de l'arbre des possibilités et arrive à avoir une forme de ce qu'on pourrait appeler une intuition comme humaine, de regarder les bons coups. Donc ça, en 2015, ça a été un gros mouvement. Et là, récemment, je pense que tout le monde en a entendu parler. Maintenant, il y a 2 ans, il y a ChatGPT qui est sorti. Et ça, c'est un nouveau type d'architecture d'intelligence artificielle qui s'appelle les transformers. Après, il y a un nom. Les gens en parlent. On dit souvent LLM pour parler de cette architecture-là spécifiquement. Les large language model, c'est ça. Alors, et je t'interromps un petit peu déjà par rapport à ça. En fait, est-ce qu'on peut expliquer, en fait, ça a été quoi la vraie nouveauté? En fait, c'est dans la conception en fait des machines, donc des machines, on va dire des ordinateurs. C'est-à-dire qu'en fait, un ordinateur, très basiquement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un algorithme. C'est quoi un algorithme? En fait, c'est une fonction où on dit si tu reçois telle information, voici l'action que tu fais. Et en fait, c'est des programmes que, quand on fait en programmation, en fait, on essaie de détailler au maximum les possibilités et les actions à accomplir face à telle information.
Mais il faut, comme tu as dit, c'est comme pour les échecs. En fait, on est obligé de calculer en fait un maximum de possibilités pour que l'ordinateur soit performant. Et plus on calcule de possibilités, plus l'ordinateur est performant. Et donc, ça lui demande beaucoup de calculs, ça demande beaucoup de calculs. Mais nous, Et le après, cerveau humain, il réagit pas de la même manière. C'est-à-dire que nous, le cerveau humain, quand par exemple on va reconnaître un chat, on va pas processer toutes les images de tout ce qu'on a déjà vu et de processer toutes les images de chat. Non, en fait, quand on va voir un chat, on va directement se dire, tiens, ça ressemble à un chat. Et je vais processer juste les images qui ressemblaient à des chats pour pouvoir les comparer et me dire, ah oui, c'est bien un chat. Tu vois. là, tu es en Et fait en train d'aborder quelque chose qui est assez loin dans le truc, c'est le fait qu'en effet, les humains avec très peu d'apprentissage, avec très peu de data, nous, on a vu quand tu étais enfant, avec au bout de 3 ou 4 chats que tu as vu, et ben, le 5e chat, tu sais que c'est un chat. Parce qu'on t'a dit 2 fois, 3 fois, c'est un chat. Et donc, très rapidement, avec très peu de data, le cerveau humain, il arrive à mettre ouais. à trouver les patterns à l'intérieur de Alors moi, l'information, à c'est l'intérieur même pas du par modèle. rapport à la quantité de data que tu as, c'est dans le cheminement, tu vois. C'est-à-dire que le cheminement de l'ordinateur, on va dire classique, il sait pas qu'il a potentiellement un chat devant lui, et il n'est pas capable d'avoir cette intuition dont tu as parlé, tu vois. Bah, Mais alors, c'est avec vrai qu'en l'intelligence artificielle, oui. Pourquoi? Parce que on a cette technologie des réseaux de neurones qui est apparue et qui a permis en fait, c'est d'après ce que j'ai lu, en tout cas, c'est comme ça qu'avaient réfléchi les mecs. Ils avaient vu, en fait, le cerveau humain, en fait, il s'active parce que c'est comme les réflexes pavloviens. Tu fais sonner une cloche, tu donnes à manger au chien. Au bout de la 10e fois, si tu fais juste sonner la cloche, le chien va venir pour réclamer à manger. Parce bien que sûr, dans son cerveau, il la a, mémoire va s'activer, cloche égale aussi manger, tu vois. il Et a alors, reconnu un pattern de quand il y a la voilà. cloche, il y a la nourriture, Et, et donc le et de pattern. base, un ordinateur, il n'est pas capable de faire ça. Mais la conception des nouveaux ordinateurs, enfin, en tout cas, Alors là, je t'arrête un petit peu, vas-y. Elias, dans le sens où euh, reconnaître un pattern, enfin, il y a des patterns très très simples à faire et des algorithmes très simples qui ne sont pas des IA, où des humains ont pu les coder, peuvent reconnaître des patterns, reconnaître une fonction qui est linéaire. Un ordinateur va pouvoir te dire cette fonction est linéaire. Et donc en réalité, Non, reconnaître des patterns. c'est pas reconnaître des patterns. Ce que je te dis, c'est que, en fait, le cheminement, c'est-à-dire que, en fait, ton cerveau, comment il va se connecter, c'est-à-dire que comment tu vas sonner la cloche, il va pas réfléchir pour reconnaître le pattern. Un ordinateur est capable de reconnaître un pattern, mais il va devoir processer l'intégralité des données Oui, je pour vois les ce que tu veux dire. comparer avec le pattern. Alors que l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, en fait, on va directement aller chercher la donnée qui a le plus de probabilité de coller avec cette information. Tu vois. Et donc, en En fait, on va effet. réduire le process à L'espace de quelques recherche. deux. Voilà, exactement. Et En tu effet. vois, Et s'il pourquoi? y a Parce plein de que dans la techniques liées à mémoire, l'IA, il y a plein de techniques liées à dans la l'IA. mémoire humaine, tu vois, quand tu vois quelque chose, en fait, tu sais qu'il y a certains neurones qui s'activent. Et donc, ce cheminement de neurones qui t'emmène vers une déduction, en l'occurrence pour le chien, il va y avoir à manger, c'est parce que les neurones ont été activés sur ce chemin à chaque fois qu'il a entendu la cloche. Et donc, du coup, lorsqu'il entend la cloche, sans même savoir qu'il va y avoir à manger, les neurones vont refaire ce cheminement, le cheminement électrique. Et donc, du coup, il va directement se dire, OK, cloche égale à manger. Il va pas reprocesser toutes les fois où Je il a suis d'accord entendu avec la toi. cloche et il s'est rien passé. Il va reprocesser le chemin qui a été le plus fréquenté. Et c'est ça une des nouveautés en tout cas de la manière de fonctionner dans l'informatique avec l'intelligence, ce qui a mené à l'intelligence artificielle. Une des recherches en tout cas. En tout cas, ce que En j'ai effet, lu. c'est vrai que c'est une partie, en fait, c'est une des propriétés que l'IA a, c'est qu'en fin de compte, nous, la partie qu'on code, c'est la partie où il y a les paramètres, l'architecture qu'on code en réalité. C'est l'architecture qu'on code, mais en réalité, la majorité du code qu'elle a, elle, à la fin, c'est le code qu'elle a elle-même écrit pendant son apprentissage. Et donc en réalité, on peut dire qu'en partie, elle a copié, en partie, elle a compressé les informations qu'elle a pu voir, et elle a fait des liens. Et en fait, elle ne se souvient pas des informations en soi, elle se souvient des liens entre les informations, et c'est aussi un trait très humain. C'est par association souvent qu'on arrive à avoir des idées, comment dire, bien en place et à
organiser ses idées. On n'a pas les choses les unes à côté des autres empilées de manière désordonnée. Les choses sont structurées et c'est les liens entre les choses, c'est les liens de causalité, tous les liens qui peuvent entretenir des concepts qui nous permettent d'avoir une pensée organisée et de faire aussi en partie peut-être cette recherche dans un espace très large, de manière extrêmement efficiente, avec très peu de calcul. Notre cerveau à nous, il travaille à 60 Hertz. Et pour le coup, un ordinateur, je vais aller un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on dit jusqu'à présent, c'est les technologies qu'on a de réseaux de neurones aujourd'hui. Il y a des propriétés émergentes qui peuvent, comment dire, faire penser à la manière dont les humains pensent, mais c'en est très loin, à plein d'autres bien niveaux. évidemment. C'en est très loin pour plein d'autres propriétés, ce qui fait que c'est un type d'intelligence qui est très différent et où il y a un petit peu aussi un côté singe savant, mimétique, de grande capacité de mémoire, de mémorisation, une très très large capacité de mémorisation qui peut faire penser à de l'intelligence pure. Et c'est très dur, nous, pour les humains, quand les tests de quotient intellectuel qui sont faits, ce qu'on mesure, c'est pas l'intelligence pure, c'est les skills, c'est tes compétences sur une thématique très précise. On espère que la personne qui arrive et qui passe le test, elle n'a pas eu beaucoup d'occasions, elle n'a pas eu beaucoup de data pour s'entraîner sur ce skill et pour essayer de faire en sorte d'avoir du coup une vision, comment dire, un peu près juste. Et que tous les gens, et en plus le delta entre l'humain le plus nul sur certaines compétences liées à ce qu'on appelle la logique de base, etc., et le meilleur humain, la différence, elle est assez faible. Mais les tests de quotient intellectuel qu'on utilise pour les humains, si on les donne aux ordinateurs, eux, en réalité, ils ont lu tout Internet. C'est pour ça que sur plein de benchmarks, ils peuvent être très, très forts. Là, je sais que là, on a pu constater qu'il y en avait certains qui gagnaient des récompenses en mathématiques dans certaines épreuves de mathématiques qui sont des AIME, c'est les Olympiades internationales de mathématiques. C'est un des concours les plus... Enfin, il y a tous les génies qui viennent ensemble et sur plein de problèmes, les transformers, cette nouvelle architecture de réseau de neurones, arrivent à répondre de manière correcte aux exercices. Mais est-ce qu'on peut en conclure comment dire, qu'elle a une forme de génie ou qu'elle peut itérer de nouvelles choses qui sont vraiment de la nouveauté et qui ne sont pas simplement un copier-coller, un amalgame de tout ce qu'elle a pu lire et de tous les liens qu'elle a pu faire entre les choses dans son corpus de data sur lequel elle a été entraînée de base. Et ça, faire la différence entre les deux, c'est extrêmement... Alors on va peut-être continuer de rajouter un peu peut-être de définition pour notre auditoire parce que pour pas les perdre parce qu'effectivement là j'avoue que j'aimerais bien que tu montres l'image où il y a marqué attention multilayer perceptron là. Donc là Elias nous montre une image de l'architecture d'un LLM, d'un large language model. En fait, plus précisément, c'est une architecture d'IA très spécifique qui s'appelle des transformers. C'est plus précis encore que LLM. Mais LLM, ça convient aussi, là, le grand langage de modèle, large donc language LLM, model. Large language model, d'accord. Exactement. Donc c'est la technologie utilisée entre autres par ChatGPT et toutes les IA où vous promptez quelque chose, c'est-à-dire vous lui posez une question et vous entrez et ensuite lui vous répond. Et donc là vous avez un exemple de prompt, donc d'une question, enfin d'un début de phrase en réalité, là, même pas une question entière, mais c'est pour simplifier, qui est découpé sous forme de token, c'est l'unité de base, qui ensuite, chaque token est converti en vecteur que le modèle, lui, arrive à comprendre. Et ensuite, chaque vecteur, il va multiplier les vecteurs les uns les autres, les tokens les uns les autres, pour essayer de savoir quel mot est avant quel mot et comprendre, en fait, récupérer l'abstraction, le sens de la phrase. Et à partir de ces petits calculs, en récupérant le sens de la phrase, il va pouvoir prédire le mot suivant, la case jaune. Et ensuite, on peut recommencer l'opération avec cette fois-ci toutes les cases de rempli plus la case jaune et deviner la case suivante. Et en recommençant cette opération plein de fois, on peut répondre à un prompt. Donc c'est pour ça que quand vous tapez entrée sur votre clavier, le transformer est en capacité ensuite de vous répondre. Il fait à chaque token qui sort, à chaque morceau de mot, chaque mot qui sort, il passe plein de fois dans toutes ces couches. Donc là, en gros, il y a 80 couches. La majorité des neurones, ils sont dans le multilayer perceptron. Après, il y en a quelques milliards dans ChatGPT qui sont dans le bloc d'attention. Les neurones, c'est des paramètres. C'est chaque chiffre que vous voyez. Techniquement, c'est un paramètre.
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le détail par rapport à ça. Je pense qu'on pourra reprendre dans d'autres vidéos avec peut-être une construction encore meilleure, avec des visuels encore plus beaux, parce qu'il faut des visuels pour pouvoir comprendre ce genre de choses. Mais en fait, sur quoi je voulais vous amener, c'est vous regardez, il y a des grandes matrices, tous ces vecteurs là qui sont alignés les uns les autres et qui vont devoir être multipliés les uns les autres. Et bah, ces vecteurs, ça demande beaucoup de calculs. Ils vont devoir être multipliés dans tous les sens avec les paramètres, avec les neurones, et ça va faire énormément de calculs. Et ça, pour faire énormément de calculs, ça demande des puces, des semi-conducteurs, des puces informatiques. Et on va plus du coup aujourd'hui s'intéresser, je suppose, à la production de ces puces informatiques et à la géopolitique autour des deux blocs qui sont en train de se dessiner et de leur politique liée au semi-conducteur qui est devenu une technologie vraiment centrale et vraiment, je pense, majeure dans la guerre économique, la guerre culturelle que se fait le bloc russo-chinois et le bloc de l'Ouest. Tout à fait. Alors en fait, du coup, ça nous montre effectivement que malgré ce qu'on avait dit tout à l'heure, il faut toujours faire des calculs et donc il faut du hardware. Voilà, le hardware, exactement. Il y a le hardware, il y a le software. En informatique, le hardware, c'est ce qui est tangible, ce qui est matériel, et le software, c'est les applications que l'on a. Microsoft vend Windows, donc c'est du software, et Intel vend des puces. C'est le hardware. Ça, c'est du hardware, quoi. Et donc là, ce dont on parlait jusqu'à présent, les architectures avec les matrices, techniquement, ça c'est du code, mais pour pouvoir faire tourner du code, faire tourner cette représentation-là dans un ordinateur, il faut en effet des puces informatiques. Et les meilleures puces informatiques pour faire tourner ce type de calcul, où il y a énormément de calculs en parallèle, vous remarquez, il y a plein de vecteurs côte à côte. En réalité, là, on n'en voit que quelques dizaines, mais en réalité, il faut imaginer des milliers en hauteur et en largeur. Donc, ça fait des tableaux de chiffres avec des milliers de chiffres en largeur, en hauteur. Donc, à la fin, des millions avec de chiffres. Des milliards de possibilités. Et donc, avec des millions de calculs qui vont se passer entre tous les. Et donc, pour ce type de calcul-là, ce qu'on utilise comme puce, en général, c'est des architectures qu'on appelle GPU. Et donc, c'est les cartes graphiques. Parce que les cartes graphiques, c'est comme des grands porte-containers. Ça te permet de faire plein de calculs en parallèle, pas très très vite, mais plein de calculs en parallèle. C'est plus pertinent qu'un CPU, qui lui c'est plus un avion de ligne qui fait du transport tu peux transporter beaucoup moins d'informations, faire du calcul avec beaucoup moins d'informations, mais de manière beaucoup plus rapide. Et donc là, pour ce type précis de calcul, en plus où il y a des espaces vectoriels, et ben, il y a besoin de puissance graphique et donc du type d'architecture qui sont utilisées dans les GPU. Et les GPU, sur le marché, il y a des GPU pour les privés, pour que les gens puissent jouer aux meilleurs jeux vidéo, à Cyberpunk 2000, je sais pas combien là. Et il y a aussi des GPU qui sont plus presque comme des ASICs qui est utilisé pour les bitcoins, qui sont vraiment spécialisés pour ce type de calcul-là, pour les calculs dans les grands serveurs, etc. Et ça, Nvidia, en gros, ils vendent. C'est eux les leaders de marché sur ce secteur-là. C'est les puces de Nvidia. Cette année, c'est l'architecture qu'ils arrivent à beaucoup vendre, c'est l'architecture Hopper avec les puces H100 et H200. C'est des puces qui valent 15 000 $ à peu près à l'achat aux États-Unis, mais qui peuvent prendre énormément de valeur parce qu'elles sont interdites, par exemple, à l'export vers la Chine. Et la Chine en face, qui eux ont aussi Huawei qui fait avec SMIC. Alors, est-ce qu'on va peut-être commencer par justement recentrer tout ça. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je te propose, c'est que donc, là, on a fait une petite introduction sur l'intelligence artificielle. On reviendra dessus sur des émissions suivantes. On vous a présenté rapidement, très très brièvement, ce que c'est qu'intelligence artificielle et le sous-jacent qui est demandé, c'est-à-dire en fait l'intelligence artificielle repose sur des finesses de gravure suffisantes pour permettre en fait de générer un nombre de calculs en simultané hyper important. Alors peut-être qu'on peut expliquer brièvement à quoi ça ressemble une puce informatique. En fait, c'est donc un morceau de silicium sur lequel on va faire différentes couches de gravure et dans ces différentes couches de gravure, on va mettre en fait
des transistors. En fait, un transistor, c'est quoi? C'est je laisse pas passer le courant. Comme un neurone, finalement. Et donc, en fait, ça crée le code, la base du code informatique, c'est les 0, 1. 0, le courant passe pas, 1, le courant il passe. Et donc, on peut complexifier des calculs. Créer des portes logiques et avec les 4 portes logiques de base, après on peut faire toutes les opérations possibles. Ça devient une machine de Turing. Et les machines de Turing, on peut faire potentiellement n'importe quel calcul dessus. Enfin, elles sont, comment dire, assimilables à n'importe quel autre ordinateur. N'importe quel ordinateur est assimilable. Notre cerveau est une machine de Turing. Et il suffit d'avoir les 4 portes logiques de base. Que les transistors, quand on les organise de la bonne manière, parce qu'il y a une architecture à mettre pour que les transistors simulent les portes logiques en question. Et si on les grave de la bonne manière, en effet, sur les plaques de silicium, ça s'appelle des wafers. C'est des plaques qui font. C'est combien? C'est 300 mm, un truc comme ça? C'est 30 cm? 40 cm? 40 cm, non. C'est plus grand. C'est 300 cm ou 300 mm? Je sais jamais. Bref, c'est des grandes plaques de silicium, donc c'est du verre très très pur. C'est de la silice pure, mais vraiment totalement purifiée, sur laquelle, comme Elias il a dit, on va venir graver avec des UV, avec des machines à UV. Dans le silicium, on va pouvoir faire le dessin, le pattern, avec des photomasques comme des pochoirs qu'on met en face des lampes à UV. Et le pochoir vient ensuite imprimer le labyrinthe qu'on veut sur la couche de verre. Et après, avec des techniques de chemical deposition, comment on dit, déposition chimique, enfin de dépôt chimique. Exactement, des dépôts chimiques, on va rajouter des métaux et d'autres choses. Et surtout, la question fondamentale, c'est donc la finesse de gravure, parce que si je peux graver on va dire du 1 nanomètre, bah, du coup, ça veut dire que je fais des chemins de silicium, dans le silicium, de 1 nanomètre de large. Et donc, je peux faire beaucoup de chemins. Et donc, je peux faire beaucoup de portes, comme tu as dit. Je peux mettre beaucoup de transistors. Alors que si j'ai une technologie qui me permet de graver en 100 nanomètres, bah, basiquement, en fait, je pourrais mettre 100 fois moins de transistors. Donc, 100 fois moins, du coup, bah, ça fait des puces qui sont 100 fois moins performantes. Donc déjà, le fait de passer en fait, lorsque on passait de 100 nanomètres à 80 nanomètres, bah, on augmentait on va dire de l'ordre d'à peu près 20% bah, les capacités de calcul et la puissance de la puce. Puis quand on passe à 50 nanomètres, on multiplie par 2. Puis quand on passe à 20 nanomètres, on multiplie par 5 par rapport à 100 nanomètres. Et là, maintenant, on est sur le nanomètre. Là, en tout cas, tout converge pour faire des gravures à 1 nanomètre. En tout cas, là, ce qui est déjà acquis, c'est 2 nanomètres, je crois. Alors là, il y a deux nœuds qui arrivent, ce qu'on appelle ça un nœud quand on descend, quand on change de taille. Les 2 prochains nœuds, on appelle ça A16, A18. C'est 16 angstroms et 18 angstroms. Donc c'est 1,6 nanomètres et 1,8 nanomètres. Ça, c'est les nœuds qui sont prévus pour 2026-2027. Après, il y a d'autres manières que simplement comment dire, continuer la loi de Moore pour faire en sorte d'augmenter la puissance de calcul sur une puce. Mais c'est vrai que la manière principale qu'on a utilisée ces dernières années, c'est la loi c'est un informaticien dans les années 70. Je pense qu'il était dans l'industrie des semi-conducteurs, qui a prédit que pendant tous les 2 ans, on allait doubler le nombre de transistors par unité de surface. Donc la densité des transistors allait doubler tous les ans. Ad vitam aeternam. Et c'est vrai qu'on a réussi à le faire là jusqu'à maintenant. Et doubler tous les 2 ans, c'est exponentiel. Parce que là, du coup, ça fait depuis les années 70, 50 ans. Et donc, on est passé de l'époque à quelques dizaines de milliers de transistors, peut-être sur une puce, à aujourd'hui, sur une carte graphique 4090 qu'on peut acheter dans le commerce. C'est 73 milliards de transistors qu'il y a. Ça me fait penser à quelque chose que j'avais lu début des années 2000. Hein, donc déjà, ça remonte. Mais début des années 2000, on expliquait que si les avions avaient autant progressé depuis les années 70 que n'a progressé l'informatique, on pourrait, pour donner une idée, mais abstraite bien évidemment, mais on pourrait faire depuis la Terre arriver au Soleil en l'espace d'1 minute.
Ouais, c'est ça, exactement. Si les Enfin, vitesses, elles avaient augmenté de la même manière, ouais, hmm. on en serait là. Et on en serait là. Plus que Donc la non, non, vitesse de la lumière, du coup, parce que la vitesse de c'est la lumière, exactement, c'est 8 minutes. Donc c'est c'est 8 ça, fois plus vite que la vitesse de la c'est lumière. c'est C'est ça. sympa. Mais ouais, Donc en effet, ça démontre effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire euh, la, 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 les gains exponentiels dans les vitesses de calcul et donc du coup euh, dans les capacités de ces puces. à faire des Voilà. choses, à remplir des tâches complexes et à faire ce qu'on veut en moins de temps que prévu. Parce que Mm, techniquement aussi, c'est qu'il faut comprendre avec les calculs, on appelle ça les flops, donc les floating operation, et on appelle ça même les flops par seconde, donc les floating operations par seconde. Et donc c'est le nombre d'opérations par seconde que tu es en capacité de faire qui a une importance. Je pense qu'aujourd'hui, une, une carte graphique dont on peut acheter les 4090 à 2000 $, là, ça doit être un truc comme, je pense, de l'ordre du trillion de calculs par seconde. Peut-être quelques dizaines de trillions même de calculs par seconde qu'elles sont en capacité de faire. Les H100, les H200, les puces Hopper de Nvidia qui sont faites, elles, pour les serveurs, les data serveurs, et bah, elles sont encore bien plus puissantes que ça. Elles valent 10-15 000 $ pièce. Donc je pense qu'elles sont au moins un facteur 10 plus fortes que des Nvidia 4090. Et c'est le nerf de la guerre pour l'IA. Pour pouvoir mm, entraîner là les transformers dont on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a deux parties. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était les inférences. C'est quand vous tapez un prompt et que vous lui demandez la suite. Mais avant de taper votre prompt et lui demander la suite, il a fallu l'entraîner, cette machine, pour qu'elle puisse vous répondre correctement. Et ce qui est le plus calcul intensif, ce qui nécessite le plus de calcul, c'est l'entraînement. Et là, par exemple, GPT-4, les dernières versions, c'est 6 mois d'entraînement. Pendant 6 mois, ils ont fait tourner un cluster de plusieurs, je pense, au moins 15 000 puces H100, là, des hoppers dont je vous parle, qui tournent H24 pendant 6 mois pour lui faire lire tout Internet et lui faire intégrer dans ces quelques centaines de milliards de paramètres, quelques centaines de milliards de neurones, l'intégralité de l'information et lui faire essayer de créer les liens entre l'information qui lui permettra ensuite de répondre à vos questions quand vous allez lui taper des prompts dedans. Et donc pour pouvoir entraîner la prochaine version de GPT, GPT-5, là enfin, il va falloir augmenter encore la puissance de calcul. Il y a quelque chose il y a des échelles, donc il va falloir scale la puissance de calcul. Et il y a toute une classe de personnes dans la Silicon Valley et dans la tech aujourd'hui, qui pensent qu'avec l'innovation, avec simplement le fait d'augmenter la puissance de calcul et d'augmenter le nombre de neurones, donc le nombre de paramètres dans le réseau de neurones, le nombre de couches par exemple, la profondeur des couches, etc. Parce que si on rajoute des couches, on rajoute des neurones automatiquement. Et, et juste avec ça, on serait en capacité potentiellement d'atteindre les l'AGI, l'Artificial General Intelligence, donc une intelligence artificielle qui serait en capacité de généraliser euh, plein de données et de, en fin de compte, avoir un niveau d'intelligence similaire à l'humain sur la plupart des mm. domaines qui seraient pertinents. Et donc de Ah oui, pouvoir parce faire de la que recherche, bon, etc. effectivement, ça c'est un point qu'on n'avait pas abordé, mais on a dit qu'il y avait plusieurs types d'intelligence artificielle et qu'effectivement, en fait, aujourd'hui, on a du mal à faire une intelligence artificielle qui soit bonne dans des domaines très très différents. En fait, on a des intelligences artificielles qui sont plutôt spécialisées, soit spécialisées dans la génération d'images, on a Midjourney, soit spécialisées dans la reconnaissance d'images ou de la reconnaissance faciale. Typiquement, c'est un programme d'intelligence artificielle qu'on utilise dans les caméras de vidéosurveillance en Chine et Ouais, c'est le désormais aussi en CNN. France. Voilà. On C'est a les aussi, convolutional. Après, voilà, je vais rajouter un on- détail qui va rajouter de la complexité un petit peu malheureusement, mais je suis obligé d'y faire référence. C'est que là, aujourd'hui, le GPT-4o, le dernier modèle de ChatGPT qui vous est donné, c'est un modèle, lui, qui est multimodal. Mais c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Maintenant, quasiment tous sont multimodales. Donc là, la technologie dont je vous parlais d'avant, là, les Transformers, c'est juste des LLM, des Large Language Models. Ça peut traiter du langage naturel. Donc, c'est que du traitement de langage. La ChatGPT, tu peux lui fournir une image et il peut voir ce qu'il y a dans l'image. Donc, en réalité, on- ChatGPT, maintenant, c'est et des CNN avec des transformers. Donc, en réalité, on a déjà fusionné plusieurs types d'architecture tout à fait. d'intelligence artificielle pour faire en sorte de augmenter leur Ouais. potentialité. Et certains espèrent que ça fasse émerger avec la puissance de calcul qui monte aussi
Et Oui, les bien entraînements sûr. les Mais plus là, intensifs. tu vas un peu trop vite parce que justement, je voulais y venir. Mais juste pour resituer le contexte, on va Hmm. dire que jusqu'à présent, on avait des intelligences artificielles spécialisées Ouais, qui dans était des très narrow. domaines Hmm. particuliers qui étaient très, voilà, comme tu dis, On appelle ça narrow fermés. AI. Voilà, Narrow c'est ça. AI contre les AG. Enfin, Restreintes. exactement. Et là, par exemple, moi, j'ai testé une autre intelligence artificielle, mais ça m'a fait penser parce ensemble, on l'avait vu avec Redouane à l'époque sur les pubs d'OpenAI, l'association de base qui a généré ChatGPT, qui est l'origine de ChatGPT. Donc, sur OpenAI, on voyait les vidéos, tu sais, de traduction. Et je l'ai fait. Il y a une application là, je me souviens plus du nom d'application, mais j'ai testé. Il y avait 3 vidéos gratuites qui m'a traduit mot pour mot en bulgare, en indonésien et j'avais testé aussi en arabe. Et en fait, je me filme, je parle en français, je me filme et je donne cette vidéo et le programme en fait il me propose, tu veux le traduire en quelle langue et je traduis dans la langue que je choisis. Et en fait, il utilise ma voix, il modifie simplement mon élocution pour pouvoir faire correspondre au texte que je vais dire dans la nouvelle langue. Et c'est comme si je parlais une langue étrangère, de l'indonésien, du bulgare ou n'importe quoi. Donc il y a ces différentes intelligences artificielles, comme tu as dit, mais on arrive aussi, voilà, avec la nouvelle version de ChatGPT qui le démontre, on arrive à des intelligences de plus en plus généralistes et capables en fait euh, de process une quantité et une diversité d'informations, en fait, de data, d'informations, de données très très diverses, notamment donc des images. À la base, c'était que du langage. ChatGPT a été fait pour le langage, ce que tu disais, mais maintenant ChatGPT est capable de process aussi des images et peut-être bientôt des vidéos. Il est capable aussi de process des fichiers, parce que moi Bien je lui ai sûr. envoyé des fichiers de code et donc L'audio aussi, avec le voice mode. Je sais pas si de certaines personnes l'audio, voilà. Alors si moi je certains l'avais ont testé avec. l'Advanced Voice Mode. Toi, tu l'as testé un petit peu là? Non, je fais des trucs très très basiques sur des questions très très. Mais j'ai vu parce que bon, avec avec des élèves aussi, j'ai vu que effectivement, euh, ils pouvaient process des images et ils pouvaient rendre des images. Alors quand tu lui demandes de créer une image, il aime pas et te dit qu'il peut pas créer d'image. Mais si tu lui demandes par exemple de créer un logo ou une affiche, il va te la créer. Alors, est-ce qu'il utilise DALL-E directement? Parce que c'est vrai que tu vois, la génération d'images, c'est les modèles, on appelle ça, c'est des modèles de diffusion, c'est encore d'autres Mm, techs différentes. mm. Après, eux, dans leur produit final, eux, ils s'intéressent à toutes les Peut-être architectures, donc ils essaient d'intégrer le maximum d'architectures différentes dans leurs peut-être produits. qu'il a Donc, intégré avec Dali. ouais, je pense que c'est DALL-E qui t'a proposé le truc directement. Parce qu'après, il y a les modèles, il y a les GAN aussi, les génératives, je sais plus comment ça s'appelle. Non, parce qu'il y a marqué, Network tu là. vois, là, il y a marqué créer une image. Tu vois, là, je vois, parce que je l'ai en parallèle. Et tu vois, il me propose créer une image pour ma présentation, créer une image pour mon site web. Je suis Ouais, plus ouais. certain. Et donc, Ah, mais non, mais il me répond. Non, il me répond en texte. Il Ah, génère ok. pas d'image. Ok. Ouais, je sais pas. Bon, à voir à creuser. Bref. En tout cas, c'est vrai En que tout cas, ça ne la, saurait tarder. Ça ne la, saurait tarder, en tout cas. et la multimodalité, tu as raison d'insister là-dessus, c'est une compétence qui va lui potentiellement lui permettre d'être plus généraliste. Après, jusqu'à quel point, et aussi notre capacité à juger de sa capacité de généralisation, elle est un peu biaisée, parce que on a tendance à essayer de retrouver l'intelligence humaine dans plein de trucs autour de nous, et avec des choses qui, en fin de compte, sont assez simples avec de la mémorisation, le prendre pour de la généralisation. Et moi, je sais qu'à plusieurs reprises, je pense avoir eu croire qu'il était intelligent, mais en fin de compte, c'est la manière dont toi, quand tu lis les choses, tu les interprètes, c'est toi qui es intelligent qui te permet de faire en sorte que ce qu'il dit est intelligent. Je ne sais pas si c'est très précis ce que je dis, mais il y a des Mm. questions philosophiques à se poser assez Tout à intenses. fait. Et je pense qu'on est quand même encore très loin d'une quelconque généralisation ou quoi, parce que c'est vrai que sinon, ça fait très, très intelligence humaine.
et ça ferait penser à ce qu'il est en capacité d'être tu vois, d'avoir des émotions. Enfin, après, tu peux Oui, imaginer des trucs de ouf. bien sûr. Je sais pas si tu connais le RAND mode, Hmm. RAND mode. Non. C'est un truc, ils essayent de les bloquer tout le temps à ne pas le faire, mais souvent, des fois, ils pètent un plomb, entre guillemets. Bon, on le sait qu'ils hallucinent, déjà, ils peuvent te donner des très mauvaises réponses, mais au-delà de ça, des fois, ils vont pas du tout sur le sujet sur lequel ils sont censés aller, et ils vont commencer à parler d'eux-mêmes et faire de l'introspection, Hmm. enfin, de parler de leurs propres conditions, etc., de machines, etc. Et du coup, des fois, ça peut donner des trucs très, très bizarres, et quand ça peut faire peur un peu presque, hein. Je pense que c'est vraiment de l'hallucination pure et qu'il n'y a pas à avoir peur. Enfin, c'est des matrices qui sont en train de faire des calculs entre elles, Hmm. mais il y a des Bah, c'est des comportements et des matrices. propriétés émergentes qui sont très étonnantes, qui sont C'est bizarres. des matrices qui font des calculs entre elles et qui sont nourries aussi de tout l'imaginaire humain, puisqu'ils sont nourris par Exactement, Internet. Et exactement. donc, tout Toute l'abstraction l'imaginaire de... humain et l'abstraction, en fait, Ouais, et en fait ouais, l'image que c'est nous, vrai. on renvoie de la machine, quelque part. Il y En a fait, aussi ça, exactement. Non, mais il y a tout ça de il y a de mélangé. ça. T'as Est-ce qu'il y a raison, une clairement. conscience? Est-ce qu'il y a une conscience, en fait? Est-ce qu'il y a une conscience de soi? Mais c'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors, euh, moi, j'ai participé à une conférence il y a une semaine, 2 semaines, 2 semaines, avec Laurent Ozon, Ok. avec nos amis de culture populaire que je salue, qui l'ont reçu, qui traitait d'intelligence artificielle. Et il y avait des questions sous-jacentes très, 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 très intéressantes. Donc, on verra si on peut inviter Monsieur Ozon et il fera à ce moment-là un passage spécifique sur l'intelligence artificielle. On va pas en parler plus en détail, mais moi, ce que je voudrais revenir en fait à la question un petit peu géopolitique derrière tout ça. Pourquoi l'enjeu de ces semi-conducteurs? Parce que bah, l'IA, c'est une puissance phénoménale, potentielle, même si on ne va pas jusque dans des trucs, on va dire, dystopiques d'intelligence artificielle généraliste qui contrôle tout, même si ça, en vérité, c'est un avenir possible. On va pas se Potentiellement, mentir. c'est En pas tout cas, totalement énorme, déjà. en tout cas, enfin, En fait, là, on est c'est dans très les années difficile de se 30. projeter dans les 5 prochaines années sur les résultats qu'on va avoir compte tenu de là déjà ce qu'on a, qui est assez incroyable. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que En on en termes avait géopolitiques, ça va discuté. avoir. Bon, ouais, Voilà, c'est ça une va être arme très puissant. incroyable. C'est-à-dire que moi, je fais un peu de code avec les intelligences artificielles et je les ai entraînées et notamment, enfin, je les ai entraînées. Je les ai pas entraînées, mais j'ai essayé des cas de figure où, par exemple, j'avais des codes et j'ai demandé quelles sont les failles de sécurité, tu vois. Et il me trouve les failles de sécurité. Et bon, faut voir qu'on a des IA accessibles au grand public qui sont un peu bordées quand même, tu vois. Ouais, Alors, je ne sais bien pas dans sûr. quelle manière, des fois, les IA même arrivent quand même à dépasser les frontières parce que ça dépend du prompt que tu leur donnes, etc. Mais euh, demain, tu as une intelligence artificielle, bah, tu vas l'interroger, tu vas lui donner du code, tu vas lui dire, trouve-moi la faille de sécurité de ce code-là. Elle va te la trouver, elle va pouvoir te générer un potentiel programme malveillant pour pirater ce code, ou pirater un serveur, ou pirater, voilà, donc du coup, c'est pas moi, le serveur des centrales nucléaires. Ou tu peux avoir une intelligence artificielle, vous avez vu, expliquer comment l'intelligence artificielle a pu me reproduire. On voit régulièrement des fakes sur Internet où les gens ne sont pas capables de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors là, on peut encore le faire parce que franchement, c'est pas parfait ce que rend l'intelligence artificielle, mais demain, je veux dire, une conversation au téléphone, j'ai euh, j'ai réussi à enregistrer une personne proche, par exemple. Euh, je ne veux pas donner d'idée, hein, mais c'est un scénario auquel j'ai pensé, on l'avait évoqué un peu ensemble. J'ai un enregistrement par exemple, de la femme d'un des participants au programme nucléaire iranien. J'ai le numéro de téléphone, je me fais passer pour la femme et j'essaie de soutirer des informations ou Donc, clairement. ou de créer, de réaliser un comportement. Tu vois. Donc, tu pourras plus être sûr de qui tu as au bout du film, de qui avec qui tu es en train de parler. Euh,
Enfin, Là, clairement, ça c'est déjà enfin, ouais, c'est déjà, on est déjà dans ce truc-là, quoi. on y est Il n'y déjà. a pas besoin d'avoir de nouvelles technologies pour arriver dans ce truc-là. Et c'est vrai que Mm. ça, c'est inquiétant. Il y a plein de trucs il y a plein Mais de du coup, questions à se tu vas poser. avoir des IA de défense aussi, Bien sûr, forcément. Tu vas bien avoir sûr. des IA de défense. Potentiellement, tu es capable de créer une IA pour te dire, bah, en fait, tu vois, je sais pas, tu peux avoir sur une application sur ton téléphone et l'IA écoute tes conversations, elle peut te prévenir, te dire, ah, attendez, là, il y a des incohérences dans la personne qui est au bout du fil. C'est pas le lexique, le vocabulaire tel qu'elle devrait, la personne tel qu'elle devrait parler, tu vois. J'en sais Je rien, vois, je vois. tu vois. Ouais, Enfin, c'est potentiellement, il peut y avoir un futur où ça se passe un petit peu comme ça. C'est vrai que je sais pas si aujourd'hui il y a déjà eu des attaques de ce style qui ont déjà eu lieu. C'est peut-être pas impossible. alors, il y a peut-être pas eu des attaques à particulier de ce style, mais on sait que par exemple, il y a eu des, alors c'était des humains, des acteurs russes qui ont réussi à avoir plusieurs personnalités de l'Union européenne au téléphone et à se tirer des informations. Tu sais, Ouais, un truc qui ouais, était c'est vrai que là, bon, sorti. ça va. C'est vrai que je me rappelle, c'est les deux frères là, enfin les deux là, ils bossent Voilà, ensemble. Là, je voilà, vois lesquels c'est. voilà. Ah, ils sont Donc, assez forts, hein, ils sont chauds, ça. D'ailleurs, on va pas ils se sont le- forts. Là, on Mm. est sur on va dire une tromperie mais réalisée par des hommes. Ben, demain, avec l'intelligence artificielle, tu vois, t'as plus besoin en fait de trouver quelqu'un qui est fort et qui saurait reproduire la voix, puisqu'en fait, tu as le programme qui peut reproduire n'importe quelle voix, n'importe quel accent, n'importe quelle langue, à partir du moment où tu as suffisamment, un minimum d'informations, des enregistrements, etc., pour lui faire écouter, pour qu'il reprenne les intonations, etc. C'est clair. Et c'est sûr, ça va aider énormément de potentiels arnaqueurs à mettre en place leur schéma. Après, faut noter que là, pour l'instant, tous les modèles qu'on nous donne entre les mains, bon, il y a des modèles open source, mais en général, c'est Mm, des modèles avec trop peu de paramètres pour qu'ils soient réellement extrêmement impressionnants. Et là, les seuls modèles qui le sont, la GPT-4o, One Preview, Claude 3.5, c'est des modèles qui sont sous licence. Et donc, personne n'a la valeur des neurones, des paramètres. Et mm, donc, personne n'a l'architecture exacte, etc., comment ils fonctionnent. Et ils sont, comment dire, il y a des layers d'alignement au-dessus. Il y a des couches qui sont pas de l'IA, qui viennent vérifier à chaque fois que tu lui demandes un prompt. D'ailleurs, des fois, au milieu du prompt, il peut s'arrêter. Enfin, mm, tu lui mets le prompt, tu lui tapes entrée, il va commencer à te répondre. Et pendant qu'il est encore en train de te répondre, il va se rendre compte qu'il n'est pas censé répondre à ce type de questions. Et il va te dire, bon, bah, vous ne rentrez pas dans les conditions d'utilisation. Moi, mm. il me casse beaucoup la tête avec ce truc-là, très régulièrement. Et donc, il y a quand même beaucoup de sécurité qui font que pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore directement dans ce monde-là. Après, par contre, que les gouvernements puissent utiliser ce genre de technologie pour pouvoir faire ce genre de choses, là, C'est ça. clairement, là, c'est C'est- clair On qu'ils est, sont, on, eux sont en capacité. on n'y est peut-être pas et certainement qu'on va être bridé, enfin qu'il va y avoir un minimum Des régulations, de régulation pour le public. c'est Si on certain. parle de la CIA, si on parle du Mossad, si on parle des services, si on parle du FSB, si on parle des services secrets chinois, là ils vont avoir accès au maximum de la technologie. Bah, clairement, clairement, Et donc du clairement. coup, Après, là, j'aurais tendance à dire, du coup, peut-être que les deux seuls pays qui auront accès à cette technologie, ça sera les services secrets chinois et les services secrets américains, au vu du fait que c'est les deux seuls qui sont en capacité d'avoir la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement de ces grands modèles multimodaux. Et donc, j'avoue que ça fait on a l'impression d'être dans les années 30 et on est en train de s'amuser avec de l'uranium ou du hum, plutonium. hum, Et on est en train de c'est potentiellement l'arme nucléaire du 21e siècle. Ça sera le- la technologie qui sera la plus, comment dire, effective à permettre à un pays de maintenir une hégémonie mondiale, je suppose. En tout cas, là, sur les 5 10 dernières années, il n'y a pas une technologie qui a été aussi rapide dans son développement et dans sa capacité comment dire, à nous bluffer quasiment tous les ans, tous les 2 ans. Et hum. là, le rythme en devient quasiment trop rapide. Et c'est vrai que du coup, on parle un petit peu des mastodontes là, des semi-conducteurs de chaque côté, des Oui, Américains, des allons-y, Chinois. allons-y. Alors en gros, faut comprendre qu'il y a les gens qui développent les machines qui permettent de graver Je précise si tu as besoin que je te montre une les des machines images que tu nous as partagées, Je veux tu bien dis pas. la vidéo de ASML. On va voir les machines de lithographie.
Donc ça, c'est la machine qui permet de graver les puces. Et eux ne vendent pas de puces. Eux vendent les machines qui permettent de graver les puces. Celle-là, c'est la plus high-tech que même les Chinois n'ont pas. Et donc ASML, c'est une entreprise qui est hollandaise. Et donc qui est en réalité sous domination américaine et qui produisent toutes les machines de lithographie pour TSMC, qui est le leader des fonderies mondiales. C'est ceux qui produisent le plus de puces sur Terre. Là, c'est l'intérieur de la machine de lithographie. On voit les UV qui passent. Et là, il y a le wafer. Et les photomasques qui sont très... Accélération 32G. C'est la machine la plus complexe sur Terre. Elle valent 250 millions de dollars, 300 millions de dollars pièce. Le petit bus que vous avez vu là. Je pense au kilo, c'est le truc le plus cher sur Terre, cette machine. Et un wafer, il passe dedans à plein de reprises. Parce qu'il y a plein de couches à faire. Et donc, il repasse dedans à plein de reprises. Après, ça va très vite. Hein. Ça va comme 8 nanomètres de résolution. Alors, c'est 8 nanomètres de résolution. En réalité, avec celle-là, tu peux aller en dessous. Entre les nanomètres de résolution et la taille des transistors, c'est différent. Celles-là, c'est les NA-EUV. C'est les plus puissantes du monde. Et les Chinois, eux, n'ont pas encore les EUV. Les EUV, elles existent depuis 5 ans. ASML les fait depuis 4-5 ans. C'est extrême ultraviolette. Ça, c'est beau. Pourquoi extrême ultraviolette? Parce que c'est... Ça donne envie d'en acheter une pour dans son salon. Franchement, en réalité, c'est un petit peu en termes d'ingénierie, c'est comment dire, le pinacle de ce que l'humanité a pu faire. C'est le truc le plus complexe. Il n'y a pas une personne sur Terre qui peut comprendre, parce qu'il y a plusieurs outils à l'intérieur. Et l'intégralité de la machine, pour la comprendre, c'est un truc qui est totalement aberrant. C'est vraiment d'une complexité folle. Et les Hollandais, ils arrivent à faire ces machines-là en extrême ultraviolette, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des longueurs d'onde qui sont dans l'ultraviolet un peu profond, donc en dessous de 200 nanomètres. Je pense même en dessous de 100 nanomètres maintenant. Et avec cette longueur d'onde précise, c'est là où en fait, en descendant la longueur d'onde de ta lumière, c'est comme ça que tu peux descendre la résolution de ton pattern. Et donc la finesse de gravure que tu vas avoir à la fin. Et eux, les Chinois, sont que en DUV. Donc c'est la classe d'ultraviolet juste au-dessus. Donc c'est proche du violet. C'est les ultraviolets qui sont proches des longueurs d'onde visibles. Et donc, ils ont au moins, on va dire, pas sur ASML, sans mentir, c'est 7-8 ans de retard. Après, je sais que là, j'ai entendu des rumeurs comme quoi, avec les machines DUV, les Chinois, ils arrivent à les optimiser mieux et avoir des meilleures résolutions, mais potentiellement avec des moins bons rendements. Parce qu'il y a 2-3 complexités dans lesquelles je ne vais pas forcément rentrer, mais sur la production, il y a de la perte. Certains, quand ils sont gravés, les puces, quand elles sont gravées, des fois, il peut y avoir soit des défauts de gravure, soit des petites poussières. Normalement, c'est dans des salles ultra propres que c'est fait. C'est pour pas qu'il y ait ce genre de choses. Exactement, c'est des salles blanches où il y a un nombre de particules par mètre cube qui est tout le temps calculé. Bon. Et alors, moi, ce que je voudrais juste revenir à la géopolitique de l'affaire pour pas rentrer trop dans le détail parce que sinon. D'accord, ouais. Et donc là, en gros, il y a ASML qui sont les Hollandais. En face de ASML, l'entreprise qui fait l'équivalent pour les Chinois, ça s'appelle Shanghai Microelectronics Equipment. Mais en réalité, ils sont vraiment à la masse. Donc en réalité, les Chinois, ils sont beaucoup plus avec du ASML. Moi, j'avais trouvé cet article qui date du 13 septembre 2024. Depuis un équipementier chinois a déposé un brevet portant sur un système de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême, technologie indispensable pour obtenir la finesse de gravure les plus fines, qui était actuellement maîtrisée que par les Néerlandais ASML. Exactement. Donc là, ils sont en train de déposer les brevets pour faire de l'EUV. Et donc, entre le moment où tu déposes des brevets pour faire les trucs et au moment où industriellement c'est en place, il y a des temps qui sont très grands. Et ASML, eux, ils ont déposé les brevets pour le EUV. Je pense que ça devait être en 2012-2013. Donc, c'était il y a plus de 10 ans en arrière qu'ils ont pensé à cette technologie-là pour remplacer. Et ça fait que quelques années qu'ils ont commencé. Donc, en réalité, l'entreprise équivalente en Chine qui pourrait faire ce que ASML fait, ils sont vraiment pas au niveau. Et donc, techniquement, la majorité des machines de lithographie que les Chinois ont, qui font de la très bonne résolution, qui font des 7 nanomètres, 5 nanomètres, c'est des machines DUV que ASML a encore le droit de leur vendre. C'est ça. Ou qu'ils avaient acheté à l'époque.
Mais là, par exemple, on lit, donc actuellement, 99% des machines de lithographie utilisées par l'industrie chinoise sont fournies par SML et ses deux rivaux japonais, Canon et Nikon. Cependant, l'accès à ces équipementiers étrangers est désormais remis en cause sous la pression de Washington. La Haye et Tokyo ont mis en place des restrictions d'exportation. Et les États-Unis continuent de réclamer une interdiction de maintenance sur le parc déjà installé. Voilà. Alors, accélérateur pour l'IA. Donc là, on revient à notre sujet. Exactement. La Chine ne peut toujours pas acheter les systèmes EUV indispensables pour atteindre des finesses gravures inférieures à 7 nanomètres. L'an passé, SMIC, le principal fondeur du pays, a réussi à graver pour la première fois à grande échelle un processeur mobile en 7 nanomètres conçu par la filiale iSilicon de Huawei. Pour y parvenir, il a dû tirer le potentiel maximum des machines DUV qu'il possède. Exactement. Pour aller plus loin, SMIC devra mettre la main sur la technologie EUV. C'est particulièrement important pour la Chine de ne pas se retrouver dépassée. Là, tu parles de SMIC. Donc, SMIC, c'est l'entreprise qui est concurrente de TSMC, qui est l'équivalent de TSMC, ça s'appelle une fonderie. C'est eux qui utilisent ensuite les machines de lithographie pour faire les puces. Ce qu'on a vu là tout à l'heure, le procédé, ça se passe chez SMIC et chez TSMC. Et donc, TSMC, eux, ils ont les meilleures machines de lithographie. Donc, ils font les meilleures puces, ils font les 3 nanomètres qu'on peut avoir là dans nos appareils Mac aujourd'hui, même dans les appareils grand public. Et ils font aussi les puces les plus importantes sur Terre, les H100, les H200. Cette année, ils ont commencé avec les B200, les nouvelles architectures Blackwell de NVIDIA. Et donc, en fin de compte, c'est NVIDIA qui propose des architectures, en fin de compte, qui fait l'intelligence, qui produisent les plans et qui envoie les plans ensuite à TSMC, qui ensuite produit les puces, qui ensuite sont intégrées dans tous vos appareils et dans les data centers qui font tourner ChatGPT en particulier. Et en face de NVIDIA, les Chinois, eux, l'équivalent de NVIDIA qu'ils ont chez eux, c'est Huawei qui s'occupe de faire les meilleures puces, et donc les meilleures puces de calcul graphique qui permettent de faire qui permettent de faire de l'entraînement d'intelligence artificielle. C'est les Ascend 910 de chez Huawei. Et donc, eux, ils ont des gravures en 7 nanomètres, 5 nanomètres face aux 4 nanomètres de Hopper. Et donc, ils sont quand même beaucoup moins efficients en termes d'énergie. Parce qu'en réalité, la problématique de faire plus de calculs, de faire plus fin, on peut se dire, si on met plus de puces côte à côte, c'est pas grave, on fait autant de calculs, c'est juste qu'on a plus de puces qui sont un peu moins performantes. Mais il y a toute la dimension aussi, après consommation électrique, le fait de diminuer la taille des transistors, ça permet de les rendre beaucoup plus efficients électriquement, et donc de faire beaucoup plus de calculs avec moins de watts, avec moins de kilowatts. Parce qu'en fin de compte, après, c'est le nombre de quadrillions, de quintillions de calculs que tu fais par kilowatt dépensé qui font ton efficience. Et c'est des puces qui chauffent moins. En l'occurrence, en effet, c'est plus tu fais des plus tu fais des petites puces, plus déjà elles-mêmes elles sont plus efficientes parce qu'elles sont plus petites. Il y a moins d'endroits où il y a de la déperdition d'effets Joule. Et en plus, les connexions, il y a un effet qui s'appelle l'effet de la localité de l'information. La localité de la data fait qu'il y a moins de chemin à faire et donc que la puce est plus efficiente. Après, on pourrait rentrer dans le détail des architectures risques et CISC, etc. Oui, sans rentrer dans le détail, je pense que tout le monde comprend bien que c'est un enjeu majeur, la finesse de gravure. Clairement. Et donc que les Chinois l'ont bien compris et sont rentrés dans la course. Mais ils sont rentrés dans la course parce que les Européens et les Américains l'avaient eux-mêmes bien compris. Et ils ont posé des contraintes très fortes sur les Chinois. Alors déjà à l'époque de Donald Trump, sur la 5G avec Huawei, puis sur l'accès à TSMC, donc l'importation de puces de TSMC, que TSMC c'est le graveur taïwanais, de NVIDIA à l'américain, et maintenant ils empêchent les Chinois de fabriquer leurs propres puces en arrêtant de vendre les machines qui permettraient aux Chinois de graver ces puces. Exactement. Donc maintenant, les Chinois sont dans la contrainte en fait de faire un saut qualitatif extrêmement important. Parce que, en fait, NVIDIA, ils ont encore le droit de vendre des puces aux Chinois. Ils ont fait une classe de puces spécifique pour les Chinois qui s'appelle les H20. Mais ils ne peuvent pas vendre des puces des dernières puces, quoi.
Bah, elles utilisent des architectures Hopper, donc celles que là tout le monde achète, les H100, celles qui sont les plus communes, parce qu'il y a les B200 qui viennent de sortir, mais les B200 ne sont pas encore beaucoup sur le marché. C'est les H100 qui sont produites en très grande quantité cette année. Et celles que les Chinois ont le droit d'acheter, elles ont la même architecture, mais en réalité, elles sont plus abîmées, enfin, elles sont de moins bonne qualité, c'est les H20. Et après, en plus de ça, les Chinois, ce qu'ils arrivent à faire aussi, c'est de la contrebande. C'est à travers Singapour, à travers la Malaisie, ils achètent des H100, ils achètent des H200, de celles qui n'ont pas le droit. Et après, tu as des vendeurs qui, en fin de compte, les font re-rentrer en Chine derrière. Et donc, je crois qu'on estime en gros qu'il y a 1 million de puces de H100 qui arrive à qui rentrer passent en Chine. qui passent par an sous forme de contrebande. Après, il y a en gros, je crois qu'ils sont en capacité de produire, je crois, 600 ou 700 000 Ascend 910B. Donc les dernières, là, il y a les 910C qui vont arriver. Mais les dernières, les 910B, je crois qu'ils sont à 600 000, 700 000 par an de production maximum. Et donc, en gros, ils arrivent techniquement à avoir au moins 1 600 000, 1 700 000, voire 2 millions de cartes graphiques là, spéciales data center pour le calcul de IA. Et donc, c'est quand même des quantités qui sont loin d'être négligeables quand on sait que, par exemple, GPT-4, en gros, il a été entraîné pendant 6 mois sur, je pense, 10 000, 20 000 puces. On voit en gros, il serait en capacité de faire à peu près l'équivalent de GPT-4, de la taille des modèles qu'on a aujourd'hui. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute beaucoup de neurones sur un réseau de neurones, la quantité de calcul qui va être nécessaire pour l'entraîner, elle va pas monter, enfin, c'est pas linéaire, le facteur. C'est quadratique. Donc c'est au carré. Donc si tu fais x10 sur le nombre de paramètres, tu vas avoir besoin de x100 en termes de puissance de calcul pour pouvoir l'entraîner. Je dis quadratique, en réalité c'est un peu plus complexe que ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus violent que le nombre de paramètres qui monte. Donc là, peut-être que les modèles d'aujourd'hui, ils ont 1000 milliards de paramètres, donc 1 trillion de paramètres. Et donc, si demain on va en faire des 10 trillions, et ben celui qui demandera 10 trillions, enfin celui qu'il faudra entraîner qui fera 10 trillions de paramètres, il demandera 100 fois plus de puissance de calcul. Et potentiellement aussi 100 fois plus de data. Parce qu'il y a aussi une relation quadratique avec la data. Et donc, il y a aussi une problématique liée à la quantité de data à leur fournir pour qu'elles ingèrent. Et tout ça rassemblé fait que c'est assez compliqué pour les Chinois et pour les Américains d'organiser des clusters de puces aussi grands. Et en plus d'avoir de la capacité électrique à côté de ces clusters. Donc si tu mets un cluster de 100 000 puces à un endroit, enfin, ça va boire une quantité d'électricité, c'est 500 mégawatts. Là, les plus grands qui sont en train d'être réfléchis, je crois qu'ils font 1 gigawatt. Et donc, 1 gigawatt d'électricité, c'est énorme. En fait, c'est quasiment une centrale nucléaire qu'un seul cluster de puces demanderait. Mais tout le monde se dit que potentiellement, en augmentant le nombre de puces et donc en faisant des clusters de puces plus élevés, peut-être demain avoir des clusters de puces qui font 1 million de puces en parallèle, ça permettrait potentiellement de débloquer l'AGI et donc de débloquer des intelligences artificielles encore plus puissantes avec des nouvelles propriétés émergentes. Alors, est-ce que, justement, on parlera vite fait des intelligences artificielles chinoises. Alors, moi j'ai plus les noms en tête, mais j'en ai vu quelques-unes. J'ai vu que notamment, il y avait des programmes d'intelligence artificielle chinois qui étaient plus performants que les programmes d'intelligence artificielle américains sur notamment la création d'images et la création de vidéos. C'est vrai que sur la création de vidéos, moi aussi, c'est là où j'en ai vu ça. Enfin, j'en ai entendu parler de certains. Après, je sais qu'il y en avait un là qui était sorti public, mais qu'il fallait un numéro chinois, donc j'ai pas pu l'utiliser. À l'inverse de Runway ou de la Dream Machine, etc. Où là, on a eu des générateurs vidéo d'origine occidentale qu'on pouvait utiliser. Ceux de chinois, j'ai jamais réussi à y avoir accès directement, donc je saurais pas trop te dire dans les faits, est-ce que réellement c'est bien meilleure qualité ou pas. Franchement, dur à dire pour moi. Pour moi, ils sont à peu près au même niveau, ils sont tous pas loin parce qu'ils ont à peu près la même taille de cluster, que tout le monde a à peu près plus ou moins les mêmes architectures, que eux aussi, ils arrivent à avoir 10-15 000 puces. Ils ont peut-être 1 an et demi de retard sur OpenAI, on va dire, mais pas beaucoup plus. Et bientôt, tout le monde aura des clusters de 100 000 puces. Et en réalité, c'est celui qui aura les plus grands clusters de puces, qui aura l'IA la plus grande avec le plus grand nombre de neurones et qui sera la plus puissante et que tout le monde voudra. Et ça, potentiellement, là, c'est Elon Musk qui a fait, je sais pas si tu as vu avec Grok. T'as vu avec Grok, ils ont fait un data center en 6 mois qui est sorti de terre et où ils ont mis 90 000 H100 en parallèle.
Donc c'est le plus grand, la cluster, c'est Elon Musk qui l'a. Donc potentiellement, là, dans le futur proche, c'est peut-être Grok qui sera le plus puissant. En tout cas, voilà. En tout cas, l'IA est un sujet éminemment géopolitique. Donc, effectivement, il y a les deux grosses puissances qui participent à cette guerre, en fait, qui ont les capacités de pouvoir vraiment rentrer dans la concurrence. C'est la Chine, les États-Unis. Les Russes ne sont pas mauvais en informatique, mais ils ont des problèmes de hardware. En fait, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une collaboration russo-chinoise qui pourrait se mettre en place. Les Russes ayant accès en fait à du hardware chinois et pouvant partager éventuellement des recherches sur l'intelligence artificielle, sachant qu'en fait c'est ce que font les Américains et les Européens finalement, parce que là on a vu que ASML c'est une entreprise quand même hollandaise, même si elle est en fait sous contrôle américain essentiellement. Le joyau de la couronne, ils l'appellent, les Hollandais. C'est ça, en fait. C'est peut-être l'entreprise européenne aujourd'hui la plus importante. Je pense que ouais. Je pense que c'est stratégique. Clairement. Et parce que derrière, en fait, ça conditionne. En fait, aujourd'hui, toutes nos vies sont conditionnées par l'informatique, donc par les puces. Donc, plus on a des outils informatiques performants, plus ça demande des puces performantes. Et on le voit même dans le domaine de l'armement, aujourd'hui, où tout est intelligent, quelque part. Les missiles sont intelligents, les drones sont intelligents, les bombes sont intelligentes. Et après, bientôt, ce qu'on pourra noter, c'est sur les legacy chips. Tu vois, les legacy chips, c'est les puces plus anciennes. C'est celles qui sont utilisées dans les missiles, etc. C'est pas les meilleures, les plus hautes qualités qui sont utilisées dans les missiles. C'est des puces qui sont gravées en 26 nanomètres. Et où là, les Chinois, ils sont les premiers producteurs mondiaux. Donc, les puces de mauvaise qualité, entre guillemets, de finesse de gravure faible, mauvaise finesse de gravure, et c'est les Chinois qui sont les leaders de marché, clairement. Bien sûr. Mais par exemple, pour ce qui est dans l'aviation, aujourd'hui, on peut. Je pense qu'il y a de la recherche en intelligence artificielle adaptée à l'aviation qui est extrêmement poussée. Alors, d'ailleurs, je voulais parler, moi, d'un système de l'armée américaine. Ouais. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. C'était une initiative de l'armée américaine qui s'est lancée. C'est un projet de 2017 qui se concentre sur la vision par ordinateur et le traitement d'images qui proviennent de drones et qui permet de détecter automatiquement des cibles pour optimiser les décisions militaires qui sont en lien avec ces cibles. Et donc, c'est en fait pour optimiser la kill chain et la rendre plus efficace et plus rapide. Parce que normalement, c'est des milliers de personnes, par exemple, pendant la guerre, pendant Tempête du désert en Irak, etc. C'est des milliers de personnes différentes qui surveillent les drones Predator et qui sélectionnent les cibles, et les identifient et ensuite sélectionnent quel groupe de combat est le plus proche ou quel type d'armement est le plus pertinent à utiliser pour ensuite venir kill la target. Et ce trajet-là, cette kill chain, faire en sorte de l'optimiser, parce que certaines fois, je sais quand il y a beaucoup de cibles différentes, quand il y a plusieurs dizaines de cibles, plusieurs centaines de cibles différentes au même moment, donc pendant, par exemple, une invasion comme Tempête du désert, quand il y a trop de cibles différentes, les humains sont dépassés. Et donc, ils ont utilisé ce système-là, je pense, en Ukraine, qui a été utilisé en partie. Ah oui? Ouais, je pense qu'ils l'ont prêté aux Ukrainiens. Donc, ça permet de... Il n'y a pas vraiment de données technique de chiffres qui est donné. Hein. Mais en gros, s'il y a un chiffre, c'est... Parce que les Ukrainiens, ils ont pas tant de drones du type prédateur que ça qui non, volent. Mais même maintenant, en fin de compte, ça a été étendu à tout. C'est genre, en fait, il fusionne toutes les informations. Il fusionne les images satellites, il fusionne les petits drones, il fusionne les drones plus haute altitude. Donc, tous les types d'informations qu'ils peuvent avoir. Et il n'y a même pas que ça. Aussi, ils sont capables de centraliser les informations de l'ensemble des petits drones de reconnaissance que les pelotons ukrainiens déploient sur le front. Jusqu'à quel point sur les Baba Yaga, par exemple, je pense que c'est pas totalement inenvisageable. Sur les tout petits drones, les drones suicides, non, les petits, c'est pas forcément utile. Mais il y a des drones intermédiaires, d'une taille intermédiaire. Et sur ceux-là, ouais, tu vas avoir les antennes nécessaires et potentiellement, tu peux relayer l'information en direct. Et si tu arrives à le feed dans ces modèles-là, dans ce Maven-là, je suppose que tu peux en tirer des informations qui sont pertinentes. Après, je pense que c'est que dans certains cas de figure. Ouais.
Parce que derrière, ça serait qui prend la décision? Au final, je suis pas sûr que ça soit forcément très utile dans... Pour moi, c'est les Américains à la fin. Mais par exemple, les Américains, pour moi, au moment de l'invasion russe en 2022, c'est en partie ce système-là qui les aide à repérer le nombre de cibles. Pourquoi ils ont été aussi efficaces au début avec la HIMARS, etc. C'est parce qu'ils ont en même temps les images satellites, en même temps les IA qui permettent de traiter les images satellites beaucoup plus rapidement que les humains et de manière plus précise que les humains. Le traitement d'images satellites, ça c'est clair que je comprends l'utilité directe, parce qu'en plus, il faut traiter... Et en plus de ça, c'est très large de base. Après, on choisit où est-ce qu'on zoome et tout, mais... Et en plus de l'identification des cibles, etc., tu as Maven, ça peut aider aussi à optimiser la logistique militaire. Ça utilise l'IA pour prédire les besoins en approvisionnement et ajuster les déploiements de troupes. S'il voit des tanks, s'il voit des troupes ennemies qui commencent à s'amasser à un endroit, il peut prédire qu'il va y avoir des combats plus intenses à cet endroit-là et qu'il va falloir amener plus d'armement à cet endroit-là. Donc même sur la logistique, il t'aide, tu vois ou pas. Et sur ta planification, en fait, sur la planification de tout ce que tu fais. Et donc c'est des choses que je suppose, qui ont énormément avancé depuis 2017. Et en plus, ils te donnent des objectifs du truc. C'est ce qui est assez simple de retrouver. Enfin, c'est pas très dur d'anticiper ce qu'ils veulent faire avec ce type de système. Par contre, ils te donnent aucune information sur réellement ses capacités en tant que telles. Et donc, je suppose que c'est plutôt mauvais signe. Je pense que ça doit être très, très, très pertinent sur le terrain de la guerre, ce genre de choses. Et donc, on peut imaginer des modèles qui comprendront mieux la guerre demain avec plus de neurones, plus de paramètres comme sur le langage, et donc des trucs multimodaux qui arrivent à comprendre vraiment, à avoir tous les éléments de la guerre en même temps, qui vont avoir les images thermiques, en même temps les communications radio, en même temps qui peuvent prendre tous les éléments et essayer de reconnaître des patterns à l'intérieur qu'un esprit humain pourrait jamais pouvoir voir dans autant d'informations. En fait, et en même temps la capacité de traiter énormément d'informations en même temps et de la traiter de la même manière qu'un humain. Donc pas bêtement comme une machine. Parce qu'avant, on pouvait traiter de l'information de manière industrielle, mais assez bêtement. Et donc, si demain, on arrive à traiter de l'information de manière industrielle, mais avec l'intuition de l'humain et sa précision et son raisonnement, le tout rassemblé, ça paraît assez fou. Très bien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà déblayé beaucoup de choses. On y reviendra parce que forcément, c'est un sujet majeur moi, j'invite tout le monde à regarder. Dans l'évolution géopolitique et dans les conséquences que cela, comme tu disais dernièrement, là, sur la guerre aussi, la manière dont la guerre va être menée. Mais c'est aussi donc, sur l'aspect de la guerre, non pas militaire, mais de la guerre économique, de la guerre scientifique, de l'innovation. En fait, dans tous les domaines, l'intelligence artificielle va modifier notre monde, notre perception du monde. C'est pour moi alors je sais pas, hein, mais j'ai le sentiment que c'est un changement de paradigme de l'ordre en fait de l'invention de l'écriture pour l'humanité. Ouais, franchement, ça fait penser à ce genre de choses, l'invention du feu, ou vraiment des inventions tellement, qui nous définissent tellement qu'elles sont... Qu'on peut pas imaginer en fait les implications et les changements que ça occasionnera. C'est clair, c'est totalement inenvisageable. Et là, on n'en a pas effleuré le moindre détail de toutes les potentialités que ce type de machine peut permettre. Ouais. Non, c'est clair. En plus, moi, je vois encore autour de moi, c'est quelque chose qui est encore, enfin, en tout cas en France, en tout cas, je sais pas dans les autres pays, mais pas encore massivement utilisé. Et alors que maintenant, il y a des applications vraiment qui sont incroyables. Moi, j'ai vu des trucs pour faire des PDF, pour faire des tableurs Excel. Tu lâches un prompt, tu lui dis fais ça, il te sort un truc incroyable. Tu as juste à le modifier à la marge. Donc, ça va augmenter la productivité. Ça, c'était la conférence de M. Ozon. C'est derrière des millions d'emplois qui vont disparaître. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre occasion, peut-être pas dans Minuit Moyenne, on fera peut-être un café de nuit sur l'intelligence artificielle, ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Est-ce que tu voulais conclure sur un aspect, Ouais,
pas forcément spécifique, un aspect spécifique. Je voulais juste insister sur le fait qu'on a vraiment pas trop effleuré sur les potentielles applications dans les différents domaines et dans les différents champs, que ce soit en Ouais. sciences, en recherche, parce que là, il y a des choses qui commencent à se passer là maintenant, en recherche en mathématiques, où il y a des assistants IA qui aident les mathématiciens à formaliser les preuves et qui leur permettent de gagner énormément de temps. Et donc, in fine, aussi sur la réduction du besoin de travail humain qu'il va y avoir et la réorganisation totale de la société dont on va avoir besoin, même si la technologie n'arrive pas à la AGI, et même si simplement comment dire, on stagne au niveau auquel on est arrivé là aujourd'hui et qu'on a touché un plafond de verre, les implications seront quand même colossales. Et si c'est pas le cas, c'est encore pire. Voilà, c'est sur quoi je voulais conclure. Très bien. Et ben, on en reparlera à l'occasion dans une autre émission parce que sinon, on va faire des émissions de 5 heures. Donc, on Non, va le c'est pas. découper. On essaiera de faire plus de minuit moins une prochainement parce qu'il y a vraiment une actualité très, très chargée. Et j'en profite pour dire que ça sera peut-être pas dans cette émission, mais dans la suivante. On intégrera aussi une chronique de notre ami de Dystopia, Lune, qui fera en fait un point spécifique sur des tensions, on va dire, sur des zones géographiques où il y a des tensions politiques qui émergent et qui font partie peut-être de tensions plus larges. Et on voit en tout cas que la guerre gronde, que le bruit des canonnières s'entend dans différentes régions du monde. On va parler notamment de l'Asie et spécifiquement autour de la Corée du Nord, pas forcément de Taïwan, mais de la Corée du Nord comme d'un point chaud, puisque on a eu la nouvelle aujourd'hui, j'en parle en début d'émission, parce que c'est une émission qui est rediffusée, mais on a eu la nouvelle que les Nord-Coréens allaient combattre en territoire russe. Je précise en territoire russe, c'est pas ukrainien pour le moment, on a la certitude que c'est en territoire russe sur le front de Kursk, mais potentiellement en territoire ukrainien. Donc c'est l'internationalisation là, du conflit qui se poursuit, avec là vraiment une armée régulière en fait nord-coréenne qui participe. Alors sous Au combat. uniforme russe apparemment, bon, c'est encore difficile de dire, mais en tout cas qui participe au combat. On a aussi des tensions en Afrique de l'Est, autour du Soudan, avec un conflit en fait qui oppose l'Égypte et l'Éthiopie. On a le conflit au Maghreb, avec les tensions qui remontent encore entre l'Algérie et le Maroc. Et voilà, on va essayer de discuter un petit peu de tous ces points avec notre ami Lune de Dystopia. C'était juste une petite précision. Et puis voilà. Et Ok, donc, ok. eh bien, écoutez, on termine là-dessus. Merci de nous avoir écoutés pour cette émission spéciale donc, sur l'intelligence artificielle. On a d'autres émissions qui sont prévues avec le service public libre, très certainement. Tenez-vous informés, suivez le fil Telegram du service public libre pour vous tenir informé des prochaines émissions. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un petit commentaire, à partager cette émission. Aidez-nous pour le référencement, donc du coup en commentant. Et puis, parlez-en autour de vous. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. Ciao, Ciao. ciao.